dévoile à travers une escapade gourmande la fabrication authentique d'un fromage qui enrichit le patrimoine de toute une région, le gnolo. Sur ces terres de bergers de Haute-Corse, tout semble réuni pour prodiguer à ses troupeaux le meilleur des élevages. Les chèvres, les brebis, elles vont avoir une nourriture extraordinaire, une flore tellement variée qui va nous donner un lait riche, un lait qui est vraiment bon, pour arriver à un fromage goûteux. Un fromage au caractère fort, comme cette région, mais qui ne dissuade pas pour autant les amateurs avisés. Il ne faut pas penser, parce qu'un fromage a de la personnalité, comme le gnolo, il ne faut pas croire que c'est une difficulté supplémentaire. C'est juste un point d'équilibre. Et c'est là où le cuisinier doit, grâce à son métier, à ses connaissances, à ses compétences, arriver à transformer la matière pour qu'à l'arrivée, le produit, il soit tout simplement délicieux et délicat, sans perdre la personnalité de l'ingrédient que l'on travaille. C'est une vallée cerclée de montagnes, faite de maquis, de plaines, surplombée de sommets enneigés et parsemée de petits villages qui se partagent le paysage. Une vallée préservée, sauvage, qui a peu changé au fil du temps et qui a su conserver quelques coutumes, comme la fabrication d'un fromage qui porte son nom, le gnolo, ou gnolou en langue corse. Dans le petit village d'Albertace, au pied du Monte Cintoux, le plus haut de Corse avec ses 2706 mètres, Marie Albertini et sa famille perpétuent la tradition. Je suis producteur, éleveur au vin, transformateur fromager dans la vallée du Niol. Et je travaille sur un fromage typique. C'est le fromage traditionnel qu'on connaît depuis l'enfance. Son bassin originel, c'est ici. C'est ce qui a donné naissance au fromage Niolo. Né dans la vallée il y a des décennies, le gnolo est resté le même. Fabriqué à partir de lait de brebis ou de chèvre, de race corse évidemment, et avec quelques particularités bien à lui. C'est un fromage à pâte molle, à croûte lavée, carré avec les angles arrondis. Et c'est un fromage qui est affiné en cave, minimum 40 jours. Et on peut l'affiner jusqu'à 1 an. Frais ou vieilli, il développe ainsi des arômes salins et épicés, plus ou moins soutenus. À 40 jours, on est encore dans des gammes très douces. Sachant qu'en Corse, quand on dit doux, c'est déjà fort des goûts assez marqués et on peut monter en goût. L'affinage peut apporter du piquant. Le gnolo est tout sauf insipide. Il porte en lui le goût d'un terroir abrupt et indomptable. Les arômes des terres sur lesquelles les brebis de Marie, comme des autres élevages, pâturent librement. Nous sommes dans un système d'élevage extensif où les bêtes sont lâchées. Elles ont 26 hectares en parcours libre. Elles se nourrissent essentiellement de ce qu'elles trouvent. Et le soir, en rentrant, elles vont retrouver un petit complément de fourrage dans les râteliers. Voilà, là, elles se régalent. Quand on mange un fromage Niol, on retrouve le paysage végétal du Niol. Je ne conçois pas un élevage intensif où on apporte l'alimentation, où les bêtes ne sortent jamais. C'est inconcevable parce que nous-mêmes, nous sommes des gens libres. Et du coup, on aime bien et on est habitué à ce système d'élevage extensif. Les anthropologues ne s'étaient pas trompés en appelant cet endroit « terre des bergers ». En transhumant, ces bergers ont essaimé la technique fromagère du gnolo sur l'île et laissé ici comme un vent de liberté. Aujourd'hui, les producteurs se sont sédentarisés, mais les brebis comme les chèvres sont toujours élevées en plein air. C'est peut-être aussi ce qui fait la qualité de leur lait, riche en matières grasses, idéal pour fabriquer un fromage fondant à cœur comme le gnolo. Depuis Paris, François Robin, fromager, et le chef étoilé Guy Martin partagent leur intérêt pour ce produit du terroir.
Ça peut être brebis seule, brebis et chèvre, Et chèvre. ou un mélange, ou éventuellement chèvre seule. Ça correspond à la composition des troupeaux corses traditionnels où les animaux sont mélangés. Ils pâturent dans les mêmes maquis, hein, et ils ne font pas de séparation obligatoirement au moment de la traite. Hein. Ça, c'est une tradition qui semble ancrée, sachant qu'en Corse, le pastoralisme existe depuis très très longtemps. Il remonte visiblement, c'est difficile encore une fois de le dater, mais ça D'accord. remonte. Donc ça remonte, il faut bien comprendre que ces animaux, l'hiver, même s'il n'est pas très rigoureux en Corse, sont plutôt dans les étables. Et que l'été, le printemps, dès les beaux jours venus, ces troupeaux vont aller, notamment pour ce gnôle, près de ce fameux chemin, le GR20. Oui, tout à fait. Alors il y a une tradition de double transhumance. Les troupeaux se déplacent à la bonne saison vers les sommets, hein, puisque, j'aime bien cette phrase, la Corse n'est pas une île, c'est une montagne au milieu de la mer. Et c'est vraiment ça, c'est une montagne. Et surtout, c'est cette zone de production du gnôle, c'est une zone montagneuse. Donc, on peut trouver de la neige quand même dans l'hiver. Donc, il faut attendre que les pâtures s'installent, que le maquis repousse avant de monter parfois vers la montagne ou d'autres fois pour aller plutôt vers les plaines alluvionnaires, plutôt vers la mer. Donc, il y a une double transhumance. Et entre-temps, vous avez raison, il reste plutôt autour d'une base, sachant qu'il privilégie énormément le parcours naturel. Donc le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est ça, c'est se déplacer sur un parcours à la journée. Et on revient le soir. Et on revient le soir. Et là, les Exactement. animaux, ils ont brouté une herbe sans pollution, diversifiée. Alors là, ces fromages, ils ont aussi une histoire. Hein, c'est aussi les femmes, c'est aussi ce sont des petites productions. Oui, Ce sont pas, on est sur des micro-productions. Hein. On est sur des petits troupeaux avec beaucoup de transhumance ou alors de pastoralisme. On est sur des toutes petites productions extrêmement qualitatives qui sont beaucoup absorbées par les marchés locaux. Hein. Ouais, les Corses raffolent de leur propre fromage, ce qui est logique, ce sont des fromages exceptionnels. On en trouve assez peu sur les marchés parisiens, des fromages de qualité, il faut les chercher, non? Les filières ne sont pas encore complètement établies. L'arrivée d'une AOP, par exemple, pourrait bénéficier pour installer peut-être des structures d'affinage, peut-être des structures et des filières qui amèneraient les fromages jusqu'à nos étals parisiens ou d'autres villes. On peut en trouver peut-être plus facilement, par exemple, à Marseille ou à Lyon. Oui, bien sûr, dans qu'à le Paris. sud plutôt. Et Ouais, oui, bien oui, sûr, puisque y a- Et c'est vrai qu'une partie de la consommation, c'est aussi important, et consommé sur place. Complètement. La préparation du gnôlo démarre chaque matin avec la traite des brebis. Et c'est François, le fils de Marie, qui est aux commandes. Un litre de lait environ est ainsi récupéré sur chaque bête, puis filtré. La traite terminée, les brebis retournent pâturer librement, alors que le lait est directement rapporté à la fromagerie. Et maintenant, on va transformer immédiatement après la traite. On va faire un emprésurage pour coaguler donc le lait et obtenir un caillé. Pour faire le caillé, le lait doit être à moins de 27 degrés, la salle entre 18 et 20. Une louche de présure de chevreau naturelle et en 1 heure, il devient solide. Il faut alors décailler. Impeccable. Alors le décaillage se fait lentement, le travail lentement. Hein. Le grain, il faut qu'il soit fin et homogène. C'est une fabrication artisanale, très manuelle, où on moule à la louche. Et un petit peu longue du coup. Hein. Les anciens avaient exactement le même geste, avec la louche, avec plusieurs passages. Comme les anciens, Marie effectue son moulage en 3 fois. Les faisselles retiennent environ 30% de la matière. Mais le petit lait qui s'en échappe est récupéré pour faire un autre fromage. Ça va nous permettre de fabriquer le brooch. Le petit lait n'est pas jeté dans la nature. Tout se récupère. Ça permet de valoriser un maximum.
le lait. Il faut maintenant retourner chaque faisselle pour ôter un maximum d'air et de liquide. À chaque retournement, le fromage se fait plus compact, le geste plus vif. C'est nous qui jugeons combien de fois on doit retourner, c'est par rapport donc à l'aspect visuel du fromage. Si on voit que ça se creuse un peu en surface, on retourne. C'est l'expérience, le savoir-faire. Manipulé autant de fois que nécessaire, le futur gnôlot s'égouttera encore jusqu'au lendemain, profitant du jour qui se termine pour évacuer tout le reste de petit lait et s'affermir. Viendra alors le salage, lui aussi manuel bien sûr. Le salage va permettre d'affiner le fromage et de pouvoir le conserver. On ne sale pas trop parce que le fromage peut être vendu en frais. En salle d'affinage, si le fromage n'est pas assez salé, s'il y a quelques goûts un peu amers qui se développent, on ressale. Et là, je vais le poser dans cette auge. C'est cette auge qui donne la forme carrée à angle arrondi. C'est le fait de les mettre à plat les uns contre les autres qui donne cette forme. Dans cette auge, le gnôlot prend sa forme caractéristique aux angles arrondis et finit de dégorger tranquillement, avant de passer en salle d'affinage, où il sera encore retourné, massé, soigné quotidiennement. On va affiner le fromage dans cette cave. Donc c'est une cave naturelle, avec un taux d'humidité très élevé. Il y a toute une ambiance dans cette cave. On ne la voit pas visuellement, mais bon, il y a des levures et des moisissures. Il y a toutes les fleurs qui contribuent à l'affinage du fromage. Voilà. Dans ces caisses en bois, on va serrer le fromage l'un contre l'autre et les mettre sur une arête et bien le serrer. Comme ça, l'air ne circule pas. Et le lendemain, on va le mettre sur une autre face. Ça permet de garder la forme, donc l'aspect visuel, et ça empêche le fromage de croûter. Il faut l'humidifier. Et le fait de le manier, en même temps, transmet la flore de l'un à l'autre. Ça va contribuer donc à l'affinage. Affiné au minimum 40 jours et jusqu'à 1 an, le gnôlot demandera toujours autant d'attention. Il faut être présent, venir, le regarder, lui apporter le soin, le tourner, voilà, le caresser. C'est nous qui affinons de cette façon-là. Il faut la main de l'homme. Sans la main de l'homme, le gnôlot ne serait pas. Il lui faut cette gestuelle technique, ce savoir-faire ancestral pour maturer, développer ses arômes et pousser jusqu'au piquant des plus affinés. Alors, François, il faut qu'on le goûte, ce fromage. Alors, ce fromage, donc la forme, c'est carré, oui. Avec des arrondis, c'est ça? Avec des bords arrondis. Avec des bords arrondis. Hein. Dans cette gouttière, on est sur quelque chose de rond à la base qui va être tourné, donc il va devenir carré, mais en restant arrondi. Mais un arrondi, c'est pas réellement la forme du camembert, et c'est pas le pont-l'évêque non plus. Le pont-l'évêque, c'est entre les deux, hein. Entre les deux. Alors là, on va peut-être goûter et regarder les différentes textures. Oui, tout à fait. Entre un qui est frais, hein. Oui. Oui, tout à fait. Là, il est extrêmement judicieux de commencer par celui qui est le plus frais. Hein. À la maison, là aussi, si vous avez plusieurs affinages, n'hésitez pas. Là, je sens, moi, tout de suite, qu'à la coupe, j'ai quelque chose d'extrêmement riche. J'ai l'impression de couper du beurre. Donc, c'est une jolie impression, déjà. Hein. Je pense que c'est bien. On a un produit qui... Voilà. Alors, on est sur un fromage frais, mais je ne pense pas qu'il soit dénué pour autant de personnalité. Il a déjà son caractère. En tout cas, en texture, puisqu'on est sur des laits de brebis ou chèvre et sur des productions assez incroyables, on devrait avoir une belle mâche. Hein, beaucoup de fondant, là aussi. Là, je retrouve la sensation à la coupe. Pour moi, c'est un indicateur. Hein, on le retrouve sur d'autres fromages, cette sensation de richesse de matière grasse, hein, ce qui est plutôt une bonne chose.
Oui, ce qui est une qualité. Mais c'est vrai que par rapport aux chèvres, on va dire traditionnelles, qui sont autour de 30% de matière grasse à peu près, c'est ça? Là, on est sur un 40-50, c'est ça? On est un petit peu plus. Sur les chèvres, on va être proche de 40. Ouais. Sur les brebis, là, par contre, Ouais, on va être on va sur des un taux petit qui peu sont plus, presque ouais. à 6 ou 7. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bien. C'est très bien. Et voilà, là, regardez, on voit bien que c'est très moelleux. Et très... Alors je retrouve cette sensation, mais je sens que ça va être fondant et crémeux. Nous aussi, on sent bien. Là, il est vrai que c'est un fromage qui a une certaine signature olfactive. On voit qu'on brunit petit à petit. On passe d'un blanc là, qui peut évoquer aussi un fromage de chèvre frais, et on passe à quelque chose un petit peu plus complexe, un peu plus jaune. On a là, ici, une auréole d'affinage qui laisse penser qu'on pourra avoir une certaine puissance. Donc, évidemment, ce sont des produits typés qu'on ne va pas conseiller à quelqu'un qui préfère le côté élégant. On lui conseillera celui-ci. Voilà, bien sûr, voilà, ça va dépendre. Et moi, j'ai un souvenir, parce que j'ai longtemps fait des belles promenades sur le GR20, d'un Niolo qui avait été oublié. Donc, il avait au moins 8 à 10 mois. D'accord. Et mais servi un peu fin, avec des copeaux. Bon, mais il faut être quand même averti. Oui, tout à fait. Il faut aimer le fromage. Bon, savoyard, on adore les fromages, mais il faut être quand même averti. Complètement. Complètement. C'est des goûts qui parfois peuvent déstabiliser. Oui, ça peut un peu déstabiliser. Tout à fait, oui. Je vous propose de goûter Ah bah bien celui-ci. sûr, bien sûr. Alors, voilà. Et je vais vous le passer. Merci. Je vous en prie. Non mais c'est ça, je trouve, qui est extraordinaire en France. C'est toute cette diversité en fonction des paysans, des sols, des animaux. C'est ça qui est juste extraordinaire. Oui. Alors, c'est pas une odeur neutre sur l'extérieur. On a de la matière, on sent cette richesse, mais comme c'est relativement jeune, on n'a pas le côté encore fondant, crémeux. Il faut que le fromage se fasse. La plupart des fromages, il y a cette phase-là, surtout les fromages présure, où on a cette mâche un petit peu élastique. Du caillé, en fait. Voilà, du caillé. Et qui n'a pas forcément un goût immense pour l'instant, c'est un potentiel. Voilà, il s'est pas évolué. Non, pas encore. On va attendre. Là, on est vraiment au stade 1, là. Tout à fait. Le Niolo est commercialisé frais ou affiné. Peu vendu sur le continent, on le trouve dans toute la Corse ou presque. Celui de Marie est vendu directement à la ferme et dans des épiceries, comme celle de Sébastien Costa, à Corté, lui-même producteur de Niolo en chèvre. Ce que les gens aiment particulièrement dans le type Niolo, enfin ce qu'ils recherchent en général, c'est ce caractère. C'est un fromage qui, une fois affiné, on ne peut pas dire bof quand on le met à la bouche, ou ça plaît ou ça plaît pas. Le marché, il est plus important que ce qu'on ne peut fournir, ça c'est certain. Parce que c'est un fromage très risqué à faire, quoi. Pour rester dans le type exact, c'est quand même pas rien. L'exigence du Niolo en décourage plus d'un. Ils ne sont plus que 7 producteurs dans la vallée et 130 sur l'île. Alors la filière a décidé de s'organiser et de se lancer il y a 6 ans dans l'obtention d'une AOP. Depuis, Sébastien porte avec conviction la casquette de président de l'association de défense du Niolo. La démarche AOP, pour nous, c'était une évidence. On est conscient de l'autorité de notre fromage, de sa typicité. Donc pour nous, c'est paradoxal, mais c'était un dû. Alors que c'est loin d'être le cas, parce qu'il faut arriver à mettre notre savoir-faire par écrit. L'ébauche du premier cahier des charges qui a été envoyé à l'INAO, ils nous ont fait leur premier retour. Il y avait tellement de questions qu'on ne savait même plus par quelle bout les prendre. Bonjour Célia, ça va? Sénia Mellal instruit le dossier Niolo à l'INAO. Et elle confirme, l'obtention d'une AOP n'est jamais acquise de fait. On lisait un petit peu le cahier des charges. Elle est le fruit d'un long travail. L'Institut national de l'origine et de la qualité donc a de nombreuses missions. Dans le cadre du Niolo, on est sur une reconnaissance en AOP. Bon, il faut savoir que ça prend quand même pas mal de temps, puisque les professionnels doivent déjà se structurer, c'est la première étape. Ensuite, on a ce qu'on appelle une commission d'enquête qui se déplace et qui va analyser le cahier des charges et échanger avec les professionnels pour essayer d'aboutir à un cahier des charges assez représentatif de la production et qui pourrait être aussi accepté par la Commission européenne. On va avoir des critères sur l'alimentation, de savoir-faire spécifiques qui vont
vont être mis en avant. Voilà, l'objectif, c'est quand même qu'on mette en évidence une typicité du produit qui est liée avec son terroir, en fait. Hein. C'est le principe même de l'AOP. Faire reconnaître le produit et le terroir était bien la volonté de Sébastien et de ses confrères. Derrière chaque fromage, il y a un berger, il y a un troupeau, il y a ce savoir-faire. Il nous a été transmis. À moi, c'est Luc-Antoine Albertini qui m'a tout appris. Cette chance que j'ai eue, moi, je ne suis pas persuadé que sans une AOP, on soit capable de la reproduire demain. Parce que même si la transmission des savoir-faire passera toujours par des hommes ou des femmes, le cahier des charges d'une AOP, on peut en être garant. Là encore, il faudra l'action des hommes pour assurer la survie du gnolo. Dans la famille de Marie, le fils s'y attelle déjà. Alors moi, je suis d'une famille de bergers des deux côtés. J'ai toujours connu mes parents faire ça. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, quoi, tout simplement. Voilà, le gnolo. Ils m'ont laissé un bel outil de travail et on essaie de garder le savoir-faire de nos anciens. Il ne faudrait pas que ça se perde, ça, quand même. Il ne faudrait pas que ça se perde. Et nous, on est là, on est jeunes et on est là pour faire vivre cette profession et ce produit. Et faire vivre cette région aussi, surtout. Moi, je suis très attachée au produit. Et je veux faire une transmission forte de ce patrimoine. Et je veux rester fidèle à ce patrimoine. Le gnôle, c'est un savoir-faire ancestral. Il se fait de telle et telle façon. Et il doit avoir certains caractères. Il doit être repérable en bouche parce qu'il aura certains arômes que nous, on connaît, qu'on a dans notre mémoire. C'est référencé chez nous, parce que c'est référencé depuis l'enfance. Dans la vallée, la tradition ne se laisse pas facilement dominer. Les habitants du gnolo auront toujours à cœur de transmettre, aux descendants comme aux visiteurs de passage, cet attachement viscéral à la terre, à ce qu'elle peut leur offrir de plus beau, comme ce fromage puissant qui, une fois dans l'assiette, nous fera remonter le temps. Alors François, pour cette recette que je vous ai cuisinée, Merci. le gnolo est dans un beignet pour emmagasiner toute sa saveur, toute sa typicité. Et là, c'est un petit peu comme un bonbon qu'on va découvrir. D'accord. Mais vous allez voir, faites attention par contre, c'est chaud, hein, ne pas vous brûler. Hein. D'accord. Attention. Très bien. On a le côté un peu croustillant, croquant, D'accord. grâce à cette pâte à beignet, mais très légère. C'est une pâte à beignet Oui, ça a façon l'air, japonaise, c'est très très léger, c'est très léger. Et puis cette belle personnalité qu'on raffole dans ce fromage. D'accord. Écoutez, je vais faire attention à ne pas me brûler. Ouais, attention. Écoutez, ça a l'air très gourmand, très appétissant. Je vais me jeter dessus, je crois. Ah oui, on conserve le côté très fondant, la richesse. On a la richesse du fromage. Ouais. Hein. On a la richesse du fromage et c'est une belle longueur en bouche. Oui. Il n'y a pas d'agressivité. Non, non, non. Il y a ce côté très riche, légèrement animal. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ah, ouais, on est un peu on est quand même sur des notes un peu de cuir, mais c'est pas trop présent. Non, C'est juste ce qu'il faut. Et puis quelque chose d'assez salin aussi, qui vient, qui rend la chose un peu explosive. Donc là, ce sont des... Alors là, c'est le pequillos. C'est un petit peu de pequillos parce que la pâte à beignet, sans qu'elle soit grasse, mais je trouve qu'on a toujours besoin, avec ce fromage, de donner un peu de puissance. Et ce pequillos, qui est puissant, mais rond en même temps. Oui, oui. On n'est pas sur des poivres ou sur des piments très très forts. On est sur une rondeur du fruit. Très très bon. Très très bon. L'ensemble fonctionne très bien. Non, et aussi, ce qui est important, c'est de mettre une petite salade à côté. Alors, ça peut être de la poirette, des petites pousses de poireaux, ça peut être des cébettes, un petit peu ce côté, pas ail, mais vous voyez, sur la civette, sur la ciboulette. Oui. Ça marche vraiment très très bien.
quelque chose un peu vif. Voilà, quelque chose d'un peu vif. Il faut aussi que ça soit incisif, parce que si c'est trop plat, avec quand même la personnalité du fromage, avec cette panure, ces piquillos, il faut quand même quelque chose qui est du corps, vous voyez. Complètement, complètement. Déguster du gnolo, c'est partir en vacances, c'est s'échapper, c'est un rayon de soleil, c'est ces odeurs de maquis, ces bruits de cascade, ces animaux, ces brebis, ces chèvres autour de nous, c'est vraiment s'échapper.